France Inter. Karine Bécard, le 6-9. L'invité du grand entretien ce matin, ce n'est rien de moins que l'institution policière, parce qu'il y a 5 ans seulement, après les attaques de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, 4 millions de Français étaient réunis place de la République à Paris et ont applaudi longuement les policiers qui étaient là pour assurer leur sécurité. Une scène qui paraît bien peu probable aujourd'hui. 50% des jeunes disent ne pas avoir confiance dans la police de leur pays et ils sont 79% à estimer que les violences policières sont une réalité. Le président Macron vient de proposer pour tout remettre à plat un Beauvau de la sécurité, mais la question se pose déjà, c'est est-ce que cela suffira ? 3 invités ce matin pour tenter d'y répondre, pour tenter de comprendre cette crise qui semble profonde. Et puis on attend bien sûr vos questions, vos réactions, comme toujours, au 01 45 24 7000. Abdoulaye Kanté, bonjour. Bonjour. Vous êtes policier dans les Hauts-de-Seine, après avoir passé une vingtaine d'années dans les BAC, les brigades anticriminalité en région parisienne. Bonjour à vous également, commandant Sabrina Rigolet. Bonjour. Vous êtes désormais numéro 2 du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, le SCSI. Et puis j'accueille enfin Fabien Jobard. Bonjour. Bonjour, directeur de recherche au CNRS, auteur de plusieurs livres sur les bavures et les violences policières. Votre dernier ouvrage s'intitule « Politique du désordre, la police des manifestations en France » aux éditions du Seuil. Merci à tous les 3 pour commencer d'être là. Je me tourne pour commencer vers vous, Abdoulaye Kanté. Très simplement, qu'est-ce que vous observez aujourd'hui sur le terrain ? Qu'est-ce qui a changé ? Écoutez, je trouve que depuis quelques années, on est dans un paysage qui est assez violent. Je pense aussi qui est dû aussi à la crise sociale que nous traversons depuis ces 2 dernières années, notamment avec la crise des Gilets jaunes. Et en plus, il y a aussi les attentats, donc de plus en plus de violences que nous avons face à nous. Et je pense que effectivement, il est nécessaire aussi d'avoir une police qui puisse faire son introspection, parce que, comme vous l'avez dit dans le sondage, qu'effectivement, qu'il y a un pourcentage de Français qui justement n'a pratiquement plus confiance en nous. Il est nécessaire aussi, je pense aussi, de voir pourquoi il y a ce manque de confiance. Peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui ne marchaient pas. Mais vous, sur le terrain, qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Est-ce que vous avez peur parfois ? Vous parlez de peur. Vous parlez de violence, pardon. Il y a les violences, il y a la peur, il y a des choses que justement on a du mal à appréhender, parce que quand vous avez face à vous des individus qui sont déterminés, donc c'est sûr qu'il est difficile de pouvoir gérer certaines situations. Cette peur, vous la connaissez depuis combien de temps ? Vous savez, on vit avec la peur, mais ça nous permet aussi d'être vigilants aussi. Parce que quand vous avez cette peur, il faut aussi que vous soyez sur vos gardes et que vous devez faire face à certaines situations et il faut savoir gérer. Mais des fois, la peur aussi peut vous faire des choses que vous ne maîtrisez pas. Est-ce que vous diriez que vous étiez mieux préparé à devenir policier, vous, quand vous avez débuté ? Alors, dire qu'être mieux préparé, on essaie d'être préparé au mieux, mais bon, chaque situation est inédite. Vous savez, des interventions, des interpellations, tout est toujours difficile. Donc une interpellation n'est jamais simple. Ce que vous apprenez à l'école, c'est toujours quelque chose où on vous décompose les gestes, etc. Mais après, dans la situation réelle, vous essayez de vous rapprocher par rapport à ce que vous avez appris. Donc la préparation, elle est là. Mais après, toute situation est inédite. Mais l'apprentissage est le bon, la formation est bonne. La formation est bonne, mais je pense que comme toute formation, elle doit être évoluée. Elle doit être réformée. Donc il y a des choses qui doivent être corrigées au vu de nouvelles situations que nous avons en face de nous. Donc elle est bonne, mais il faut qu'elle soit réactualisée, on va dire. Une question encore, je le disais pour vous présenter, vous avez passé 20 ans dans les BAC. Pas que, juste, j'ai fait ces BAC, c'était une partie de ma carrière, sinon j'ai fait d'autres services. Alors combien de temps, soyons précis. J'ai fait 2 ans, ensuite j'ai fait de la police judiciaire, donc j'ai fait de la police secours, donc voilà, en tout ça en 20 ans. Mais qu'est-ce que vous y avez vu dans les BAC ? Parce que c'est un lieu de fantasme un peu pour les Français, on a l'impression qu'il s'y passe des choses terribles. Comment est-ce qu'elles ont évolué au fil des années malgré tout ? Disons qu'elles ont évolué où c'est une nouvelle criminalité que nous avons en face aussi, une nouvelle délinquance aussi qui justement n'a plus, entre parenthèses, peur de la police, après où ils n'ont plus cette crainte d'aller au contact des policiers. Donc après vous essayez aussi d'être préparé face à ce genre de situation qui n'est pas évidente des fois. Mais parlez concrètement, est-ce que vous avez assisté à des situations qui ont dérapé ? Écoutez, comme dans tout service, vous avez aussi des fois des moments où des collègues peuvent déraper. Mais après, en face de nous aussi, vous avez des personnes qui ne sont pas non plus des personnes, on va dire, des anges. Donc il faut savoir se maîtriser et aussi être professionnel en toute situation. Vous n'avez jamais dérapé ? Écoutez, déraper...
toute façon, quand vous êtes face à une situation qui est inédite, je vous le dis encore, vous essayez de faire en sorte de faire votre travail du mieux que possible par rapport à la déontologie. Fabien Jobard, je voudrais l'avis de l'expert à présent. Quel est le principal problème aujourd'hui dans la police? Quelle est l'urgence qu'il faudrait régler très vite? Vaste question que vous me posez. Vous avez 2 minutes. Très bien. Bon, 2 minutes, c'est déjà long à la radio. Je pense que le problème majeur aujourd'hui dans la police est celui du sens de la vocation, du sens de ce métier, qui, à mon avis, s'est détérioré, s'est perdu, pour au moins 3 raisons. La première, ce sont les problèmes actuels de recrutement dans la police. On a voulu recruter beaucoup de policiers d'un coup. François Hollande, 2015, après les attentats Charlie Hebdo, après une longue période où, pour des raisons d'économie budgétaire, on a très très peu recruté. Et aujourd'hui, les jeunes qui arrivent dans la police, ils sont jetés littéralement après 8 mois en école, qui est un temps inférieur à celui que vous avez eu pour votre formation initiale. Et dès qu'ils sont en service de police, on leur dit « T'inquiète, l'école, tu oublies, ici, on va t'apprendre le métier. » Et ce métier, ils ne l'apprennent pas, ils n'ont pas le temps de l'apprendre. Ils ont des horaires très compliqués qui ne leur permettent pas de construire un rapport au quartier, un rapport à la vie sociale dans laquelle ils interviennent. C'est tout à fait défaillant. Pour combler ça, il faut donc de la formation continue. Un énorme investissement sur la formation continue, qu'elle ne se limite plus simplement à 3 tirs annuels, qu'à grand-peine on parvient encore à maintenir. Et puis, il faut restaurer le sens de la relation avec ce qui fait une société. Si on lit, par exemple, actuellement le projet de loi sécurité globale, ou bien, mieux encore, le livre blanc sur la sécurité, on se rend compte que cette notion de continuum de la sécurité est une notion verticale. Le ministre de l'Intérieur va décider sur l'ensemble de la chaîne de sécurité de ce qui doit se passer. Le travail avec les associations, avec les élus, avec tout ce qui fait le tissu social est totalement négligé. Les policiers vous le diront d'ailleurs dans les services, ils vous diront « Oui, mais moi je suis pas travailleur social ». Or, en fait, une grosse partie du travail de police, ça consiste à être travailleur social. Une partie consiste à faire de la sécurité, de la maîtrise des situations problématiques, mais tout ça, c'est du travail social et c'est ce sens-là qu'il faut restaurer dans la police. Abdoulaye Kanté, je vois que vous voulez réagir. Je pense que pour vous rejoindre, effectivement, je pense qu'il est nécessaire que les nouvelles recrues qui arrivent maintenant sur le terrain doivent justement être sensibilisées sur les questions sociétales, notamment sur des questions qui sont très importantes, notamment sur le racisme ou sur tout ce qui est violence. Je pense que quand des nouveaux collègues, je pense, qui arrivent du fin fond, je prends un exemple du fin fond de la Creuse, et qui vont être balancés dans des services, notamment sur le 93 ou en banlieue, doivent justement être sensibilisés. C'est-à-dire que les associations, comme vous dites, doivent, je pense, aller maintenant dans les centres de formation pour expliquer un petit peu leur vécu, sur quoi, lequel ils vont être confrontés. Vous, policiers, voilà nous, qu'est-ce que nous avons dans notre quotidien, voilà nous, comment... Je ne vais pas dire que nous aimerons, mais voilà comment nous vous voyons à l'extérieur. Et peut-être aussi que ces jeunes-là qui vont aller sur le terrain, auront déjà une petite notion d'appréhension de cette population ou des personnes qu'ils auront en face d'eux. Et peut-être que nous avancerons dans cela. Ça fait partie aussi des choses que je pense qu'il faut mettre sur la table. Les jeunes sur le terrain, vous les voyez un peu perdus, vous les voyez un peu dépassés par les situations? Je ne dirais pas perdus, mais je pense qu'il est nécessaire aussi qu'il y ait aussi une hiérarchie, un commandement aussi, un responsable qui puisse aussi vraiment les mettre face à certaines leurs responsabilités, mais tout en leur apprenant les choses importantes. Mais effectivement, il faut que celle-ci aussi soit sensibilisée sur les questions sociétales que nous traversons actuellement. Alors Sabrina Rigolet, du syndicat des cadres dans la police, le SCSI, je le redis, vous avez accepté, vous, dès le début, de participer au Beauvau de la sécurité. On n'en a pas encore parlé, là, du Beauvau de la sécurité. Contrairement à d'autres syndicats, je parle d'Alliance et de l'UNSA, pour ne pas les citer, avant même que cette grande concertation ne commence, en janvier, les policiers ont déjà obtenu la prise en charge par l'État de la moitié de leur mutuelle et la gratuité dans les transports de la SNCF. Sabrina Rigolet, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui justifie ces 2 cadeaux avant même d'avoir commencé à discuter?
Alors ce ne sont pas des cadeaux, puisque depuis 2016, nous avions un protocole qui a été signé par l'administration dans lequel il était bien précisé ces points à obtenir dans le délai, notamment 2022. Donc les mutuelles, c'est fonction publique, donc nous sommes satisfaits qu'effectivement on soit adapté au sein de la fonction publique à ce que l'employeur participe à nos mutuelles. Et puis pour les transports, effectivement, les gendarmes avaient ont ce bénéfice et nous demandons depuis déjà très longtemps que la parité police-gendarmerie soit sur tous les domaines. Vous dites que ce ne sont pas des cadeaux. Je reviens quand même sur la gratuité dans les transports SNCF, par exemple. Pourquoi les policiers et donc les gendarmes et pourquoi pas les soignants et les enseignants? Ça ressemble quand même à un cadeau. Alors simplement parce que nous avons une obligation d'intervenir quel que soit notre temps de présence sur un lieu et donc nous serons considérés en service si vous devez intervenir dans les transports pour porter assistance à une personne tout simplement. Donc nous sommes en service quand on doit agir dans ces moments-là. Donc c'est pour effectivement accompagner la sécurité dans les transports. Et puis je dirais même qu'on évoque la crise qui frappe l'institution, mais le collègue a tout à fait bien situé que quand vous êtes par exemple de la Creuse et que vous travaillez dans le 93 dans des conditions difficiles, quand vous allez avoir un salaire en début de carrière qui est comme tout assez modeste quand il faut que vous vous logiez en région parisienne, si vous avez en plus la possibilité de redescendre plus régulièrement parce que vous avez une facilité sur les transports, ça permettra peut-être que les collègues se sentent mieux. Fabien Jobard, j'entends parfaitement ce que dit Sabrina Rigolet, pas de cadeau, nécessité de pouvoir se déplacer. Est-ce que certains syndicats, malgré tout, dans la police aujourd'hui, n'ont pas trop de pouvoir ? Les syndicats majoritaires, aujourd'hui, ont deux pouvoirs qui exercent, à mon avis, une influence nocive sur le fonctionnement de la police. Le premier pouvoir, c'est celui de la cogestion. Le ministère le ministère de l'Intérieur est par tradition un ministère qui est géré avec les syndicats. Ça conduit à considérer les problèmes de police et de sécurité dans une bulle. L'un des avantages de ce Beauvau de la sécurité, c'est précisément d'ouvrir la table. Et d'ailleurs, vous avez raison de soulever ce que vous appelez des cadeaux à l'égard des policiers. On veut discuter réforme de la sécurité, réforme de la police, et en réalité, on retombe sur des avantages catégoriels. Soit dit en passant, faciliter le déplacement dans la gratuité dans les transports, c'est aussi faire en sorte que les policiers ne passent toujours le moins de temps possible sur leur lieu, leur région d'affectation. Je suis pas certain que pour une bonne police, il soit bon que les policiers, dès qu'ils ont une demi-journée, repartent chez eux, entre guillemets. La deuxième chose, c'est la compétition entre les organisations syndicales majoritaires qui conduit bien souvent à une hystérisation des débats sur la police, et ça favorise encore ce phénomène de bulle dans laquelle sont enfermés le ministre et l'institution policière. Soit dit en passant, regardez, le secrétaire général de l'organisation adverse de notre interlocutrice, Patrice Ribeiro, syndicat Synergie, ça fait 10 ans qu'il est à la tête de son syndicat. J'ai calculé avant d'entrer dans votre salle, il a vu passer 7 ministres de l'Intérieur. Qui détient le pouvoir sur la maison police, d'après vous? Les 7 ministres qui se succèdent et restent un an et demi, ou bien un patron syndical qui reste 10 ans? Intéressant, bien vu. Vous aviez envie de réagir à nouveau? Juste revenir sur la question des transports, la gratuité des transports. Je pense que oui, effectivement, il est nécessaire aussi que des policiers, parce que quand vous êtes dans un service et qu'au quotidien, vous voyez une certaine des violences et tout ça, donc je pense qu'il faut qu'aussi, on a une capacité d'absorption, mais il faut savoir aussi que nous sommes des humains en dessous de l'uniforme et que des fois, pour se ressourcer, ça fait du bien aussi de pouvoir avoir certains avantages. Mais après, pour revenir à ce que vous dites concernant les syndicats, je pense que les syndicats, donc moi, je n'ai pas de mandat syndical, hein, vraiment, je viens avec ma parole, et il est nécessaire aussi qu'ils font de la politique. Hein. Ils vendent leur entre parenthèses leur bistec, et donc ils essayent de vendre ce qu'ils peuvent. Mais il est nécessaire aujourd'hui que la maison police soit, j'ai envie de dire, qu'il y ait une introspection nécessaire et que ce Beauvau de la sécurité,
et que tout le monde s'assied sur cette table et que, bonne fois pour toutes, qu'on puisse poser les problèmes et qu'on puisse avancer et qu'on essaie de sortir tout le carcan politique, compétition syndicale, ça ne servira à rien parce qu'au final, nous, à la base, c'est nous qui, justement, on attend des résultats. On attend aussi que des réponses aussi de là-haut pour qu'on puisse être là pour les citoyens. C'est ce qu'on attend de nous. Si vous voulez une police efficace, il faut aussi que de l'autre côté, on ait les moyens. On s'adapte uniquement à ce qu'on nous donne. Et si on n'a pas ce qu'il faut, forcément, des fois, on n'a pas le résultat escompté. Alors, à la base de la base, quand même, ce qui est intéressant sur le Beauvau de la sécurité, qui a été décidé par le président Macron, c'est aussi pour répondre en partie à la colère des policiers qui n'a pas vraiment apprécié son interview sur le réseau social Brut, dans laquelle il a reconnu l'existence de violences policières, dans laquelle il a reconnu l'existence de contrôles aux faciès. Abdoulaye Kanté, vous parliez, je vous pose la question, ils existent ou pas, ces contrôles aux faciès? Alors, vous en avez fait ou pas? J'ai fait les contrôles. Après, dire que c'est aux faciès, vous savez, le policier ne se lève pas le matin à dire qu'il va contrôler du Nord ou des Arabes. Soyons clairs avec ça. Après, comme je l'expliquais, donc si on doit parler de contrôle aux faciès, donc c'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut mettre en place aussi une politique de statistiques ethniques. Donc, vous savez, on n'a pas cette force pour faire cela. Donc, du coup, il y a quand même beaucoup de rapports, pardonnez-moi, et je pense au rapport d'un des rapports du défenseur des droits qui conclut qu'un Noir ou un Arabe a juste en France 20 fois plus de probabilité de se faire contrôler. Alors, ça, c'est... Vous répondez quoi à ça? Si vous voulez, donc c'était sur... En plus, je crois que ça a été par rapport à une condamnation de l'État suite à un contrôle aux faciès. Exactement. Suite à une affaire précise. Mais est-ce que l'ensemble de l'institution, justement, doit être considéré qui fait le contrôle aux faciès? C'est ça la question que je pose. Après, effectivement, M. Jobard qui a fait justement des études dans ce sens, je pense qu'il sera plus à même de me répondre à cela. Mais après, est-ce qu'on peut quantifier vraiment factuellement ce genre de choses? Oui, alors en fait, nous, l'étude qu'on avait faite, c'est d'ailleurs la seule étude de ce genre-là, c'est qu'on avait suivi des policiers à leur insu, on avait relevé l'ensemble des contrôles qu'ils avaient fait. Surtout, on avait relevé les caractéristiques des personnes présentes sur les lieux de contrôle. 38 000 personnes d'un côté, 525 contrôles de l'autre. Et donc, on avait vu que dans les lieux dans lesquels il y a très peu de minorités, les minorités sont surcontrôlées. Les lieux dans lesquels il y a beaucoup de minorités présentes, elles sont également surcontrôlées. À mon avis, la question majeure du contrôle, je vais vous dire les choses telles que je les pense, c'est pas tellement la discrimination ou les écarts à l'égard de la population majoritaire, c'est ce qu'on fait croire. Mais c'est leur nombre, c'est leur caractère absolument massif. Vous n'avez aucune police en Europe qui pratique le contrôle d'identité sur les lieux publics comme la France. Et aujourd'hui, le contrôle d'identité, il est massivement pratiqué parce que les policiers, on ne leur apprend plus à s'adresser à des jeunes qui posent des difficultés dans l'espace public. On ne parle pas là de revendeurs de drogue, etc. On est sur des contrôles hors commission d'infraction. Eh bien, les policiers ne savent plus s'adresser aux jeunes sans passer par, messieurs, contrôle d'identité. Et ça, c'est une philosophie entière du métier, une philosophie entière de la relation au public qui doit être abordée de manière neuve. Pourquoi contrôle-t-on 100 000 fois moins en Allemagne, en Angleterre et même d'ailleurs aujourd'hui à New York qu'en France? Pourquoi en France, c'est par millions de contrôles que la police, à moindre titre la gendarmerie, agit? C'est ça la question. Alors il y a la question du contrôle aux faciès, il y a la question évidemment aussi des violences policières. Je me tourne vers vous à nouveau, Sabrina Rigolet. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, explique surtout qu'il manque des cadres sur le terrain pour que ça ne dérape pas justement, qu'il n'y ait pas toutes ces violences policières qu'on a observées ces derniers temps. Est-ce que c'est le seul problème face aux violences policières selon vous? Est-ce que ça résoudrait tout? Effectivement, le ministre a très bien souligné lors de son audition à l'Assemblée nationale les 7 péchés capitaux qui peuvent être imputés aux gouvernements successifs, puisque il souligne qu'il y a un problème dans l'encadrement. C'est plus dans le sens global de l'encadrement. On a une police dont les cadres ne sont pas formés sur le même site, qui crée cette scission dès l'entrée dans la police. Et nous avons effectivement aussi une partie chez les gradés brigadiers chefs et majors qui, selon les postes qu'ils occupent, ne sont pas positionnés dans ce premier maillon de la chaîne hiérarchique avec la nécessité d'encadrement. Donc il y a vraiment une nécessaire uniformité dans le management à développer. La formation, vous l'avez déjà cité, mais c'est important. Monsieur Macron s'est engagé
durant son quinquennat, a créé une académie de police où on pourrait avoir l'ensemble des corps de la police nationale formés sur un même site. Ça paraît évident, c'est comme ça dans d'autres pays comme en Espagne, même en gendarmerie, les cadres sont tous formés à Melun. Et puis la nécessité d'une formation continue qui bien souvent, par les contraintes opérationnelles, est délaissée. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment un cap qui soit donné tant aux policiers qu'à nos citoyens. Quelle police pour demain ? Qu'est-ce qu'on veut réellement? Et forcément, ça aura un coût sur le point matériel, mais c'est l'encadrement et la formation avec de vraies réformes structurelles. Ce Beauvau doit être non pas un effet de communication, comme c'est parfois le cas avec toutes les crises médiatico-politiques qu'on peut rencontrer depuis quasiment 10 ans. Elles sont d'ailleurs de plus en plus fréquentes. Nous, ce qu'on souhaite, c'est sortir de cette crise et avoir des solutions pérennes pour que les collègues retrouvent un sens à leur engagement. Alors ici, on hoche la tête autour de ce studio. Je voudrais qu'on aille au standard. Emmanuel, bienvenue d'abord. J'aimerais bien écouter votre question. On vous écoute. Bonjour. Bonjour. À tous. J'ai trouvé l'intervention des personnes très intéressante. Merci pour elle. Et par contre, c'est à propos de la loi sécurité globale. L'article 24 ? Oui, l'article 24, avec les drones, le fait de filmer des policiers, etc., qui me pose problème. Votre question, Emmanuel. Et deuxièmement, est-ce qu'actuellement les policiers ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de s'éloigner totalement de la population avec leur comportement lors des manifestations qui est indigne d'une démocratie, avec leur façon d'intervenir lors des arrestations? Est-ce que c'est normal dans notre société d'en arriver là? Merci beaucoup pour cette question, Emmanuel. Je pose la question évidemment à celui qui est sur le terrain et puis également à l'expert. Alors on commence avec vous, Abdoulaye Kanté. Bonjour madame, j'entends ce que vous dites par rapport à votre question. Alors il faut savoir que oui, sur le terrain, donc il peut y avoir des fonctionnaires de police qui dérogent à notre déontologie, aussi à la manière d'opérer. Mais par contre aussi, il faut comprendre que quand vous êtes face aussi à certaines situations de violence, donc le policier doit faire cesser cette infraction. Après, je pense qu'il y a aussi une guerre d'image et aussi des gens qui peuvent voir aussi une interpellation qui se passe pas bien et du coup penser que la police justement est ultra violente alors qu'elle fait son travail, mais il faut qu'elle s'arrête dans le cadre de la déontologie. Il n'y a pas de friction sur le terrain? Il y a toujours des frictions sur le terrain. Ça, après, on ne peut pas dire que tout se passe bien, sinon ce serait mentir. Il y a des choses aussi qui sont peut-être pas bien faites, mais aussi il faut comprendre qu'en face... Mais les frictions, elles s'accélèrent quand même ces derniers temps. Parce que quand vous êtes on est dans une crise sociale qui est sans précédente. Vous voyez, donc oui, c'est ce que vous disiez au début. Avec les gilets jaunes, avec tout ce qui était terrorisme, ensuite, et aussi la pandémie, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça aussi, ça a fait une espèce d'atteinte aux libertés. Quand vous avez des personnes qui étaient restées censées confinées, donc du coup, quand ils ont dû sortir, après, vous êtes énervé, donc c'est un combo de plein de choses qui font qu'on arrive à ce genre de situation. Fabien Jobard. Oui, mais mon propos est celui d'un expert. Il se trouve que j'ai aussi travaillé dans les rangs de la police pour observer, notamment dans des brigades anticriminalité en grande périphérie, etc. Ces réalités ne sont pas des réalités livresques pour moi ou de simples conversations. Non, mais c'est pour préciser un peu comment on travaille. Ce qui est certain, c'est que Madame le souligne là en disant que il y a actuellement une crise de l'image que donne la police de ses interventions sur le terrain. Prenons le cas des manifestations, des violences et des frictions en manifestation. Alors, c'est sûr qu'on en a eu énormément depuis 2018 notamment, mais quand on regarde les modes d'intervention des polices anglaises ou allemandes, on se rend compte par exemple que pour l'interpellation que vous évoquiez, on ne sort pas à la matraque. Regardez les charges récentes à Paris, on matraque. Et ça sert à quoi de matraquer si derrière on ne va pas procéder à une interpellation? Matraquer, ça veut dire contrôler la personne en vue de l'appréhender. Matraquer quelqu'un au sol, ça n'a pas de finalité. Donc il y a une erreur dans les armes qu'on utilise? Non. Être équipé d'une matraque, voire être équipé d'un LBD. LBD, bien sûr, on est formé. Mais l'utiliser,
l'utiliser à bon mauvais escient. J'ai été au G20 à Hambourg, qui a été quand même la réunion de tous les Black Blocs européens pendant 3 jours dans une petite ville portuaire. Moi, j'ai vu des interpellations par dizaines. Simplement, on interpelle avec les mains ouvertes. On n'interpelle pas en assaisonnant la foule de coups de matraque. Ouais, mais Un dernier mot, c'est Abdoulaye encore plus Kanté, on est au complexe bout. en fait, parce que quand vous avez en face des Black Blocs maintenant qui ont fait preuve d'une technicité qui est assez impressionnante, parce que maintenant, déjà la plupart sont armés, mais armés, on va dire, de pavés ou de matériel mobilier que vous trouvez à l'extérieur. Donc du coup, c'est vrai que c'était les mêmes à Hambourg. C'était les mêmes à Hambourg. Ils se sont, si vous voulez, comme tout, ils ont évolué. Maintenant, ils ont pris certaines techniques et où maintenant, j'ai envie de dire, la matraque, pour eux, c'est pas grand chose, quoi. Donc après, on n'a pas tout le temps des Black Blocs en face de nous, mais bon, je pense que il faut savoir adapter face à la violence que nous avons en face de nous. Merci à tous les trois. 25 minutes, ça suffit pas pour non. essayer de comprendre la crise profonde en ce moment qui touche la police. On aura évidemment l'occasion d'en reparler sur France Inter. Abdoulaye Kanté, Sabrina Rigolet et Fabrice Jobert, je vous souhaite une excellente journée et merci encore d'être passé par le studio de France Inter.